Le vent hurlait à travers les arbres, un son si primitif qu'il semblait vouloir déchirer le monde. Chaque rafale me glaçait jusqu'aux os, transperçant mon manteau usé comme s'il n'était qu'une simple feuille de papier. Je serrais Lily plus fort contre ma poitrine, son petit corps chaud étant la seule encre dans cette mer de ténèbres et de froid glacial. Ses pleurs étaient étouffés par le tissu de mon écharpe, de petits sanglots qui se perdaient dans la fureur de la tempête. Nous courions, ou plutôt, je trébuchais à travers les sous-bois des Appalaches, mes pieds s'enfonçant dans la terre humide et les feuilles mortes. La lune, un éclat blafard derrière les nuages, projetait des ombres dansantes qui se transformaient en monstres à chaque pas. Mon esprit, en proie à la panique, voyait le visage de Richard dans chaque tronc d'arbre tordu, entendait sa voix glaciale dans chaque branche qui craquait. Des accidents arrivent tous les jours, avait-il dit. La pensée seule me propulsait en avant, l'adrénaline luttant contre l'épuisement qui menaçait de me submerger. C'est alors que je l'ai vu, une lueur vacillante à travers le voile dense des arbres. Une petite fenêtre dorée, un phare d'espoir dans un océan de désespoir. Une cabane. Sans réfléchir, je me suis dirigée vers elle, priant pour que ce ne soit pas un mirage, priant pour que derrière cette porte se trouve le salut, et non une autre cage. J'ai grandi dans les collines de l'est du Tennessee, dans une ville si petite qu'on pouvait la traverser en moins d'une heure. La vie y était lente, rythmée par les saisons et le son des cloches des églises. Cependant, dans notre modeste maison, le temps semblait souvent lourd et étouffant. Ma mère, Margaret, avait une vision très précise pour mon avenir, et elle s'assurait que je ne l'oublie jamais. D'aussi loin que je me souvienne, elle me prenait par les épaules, me fixait de ses yeux perçants et me rappelait ce qu'elle considérait comme le seul et unique but d'une femme, se marier jeune, avoir des enfants et servir son mari sans jamais poser de questions. Ma mère était une femme sévère, non pas cruelle au sens où on l'entend habituellement, mais d'une inflexibilité à toute épreuve. Chaque matin avant l'école, elle me tressait les cheveux avec une telle force que mon cuir chevelu me faisait mal toute la journée. Un jour, j'ai osé lui dire que je n'aimais pas ça, et elle a rétorqué qu'une fille bien élevée ne se plaignait pas des soins de sa mère. Quand j'ai suggéré que je voulais essayer de me lisser les cheveux, elle m'a donné une tape à l'arrière de la tête. Pas assez fort pour me faire vraiment mal, mais assez pour m'humilier profondément. Ne te mets pas d'idées ridicules en tête, Méline, dit-elle d'un ton sec. Ta beauté est un atout que tu ne dois pas gaspiller. Un jour, ton mari aura le dernier mot sur tout cela. Mon père, Thomas, était un homme plus doux, mais il intervenait rarement. Il travaillait de longues heures à conduire un bus scolaire sur les routes sinueuses des montagnes. Il rentrait le soir, imprégné d'une odeur de diesel et de tabac, s'effondrait dans son fauteuil et écoutait en silence ma mère énumérer toutes les façons dont j'avais besoin d'être façonnée. Parfois, je croisais son regard en silence, le suppliant d'intervenir, mais il se contentait de soupirer, les yeux fatigués rivés au sol. Ce n'était pas un homme mauvais, il était simplement résigné, la preuve vivante que dans notre foyer, la parole de Margaret était loi. Pourtant, même enfant, je désirais plus que la vie étriquée qu'elle me destinait. À l'âge de 12 ans, j'ai emprunté un livre sur l'architecture à la bibliothèque de l'école. Les images de ponts suspendus et de gratte-ciel vertigineux m'ont rempli d'une admiration sans borne. Je traçais leurs contours du bout des doigts, murmurant pour moi-même, un jour, je construirai quelque chose comme ça. J'ai commencé à dessiner des maisons dans mon carnet, à esquisser des porches et des escaliers, essayant d'imaginer comment donner vie à ces structures. Quand ma mère a découvert mes dessins, elle a arraché les pages et les a froissées devant moi. « Arrête de te remplir la tête de bêtises » m'a-t-elle réprimandé. La place d'une femme n'est pas derrière un bureau d'architecte ou sur un chantier. Tu te marieras, tu t'occuperas de ta maison, et un jour, tu m'en remercieras. Je n'ai pas cessé de rêver pour autant. À 14 ans, je lui ai annoncé que je voulais aller à l'université, et peut-être même créer ma propre entreprise un jour. Sa main a claqué sur ma joue avant même que je puisse finir ma phrase. La douleur physique s'est estompée rapidement, mais la honte, elle, est restée. L'université, ricana-t-elle. Tu crois que les hommes engagent des femmes pour diriger quoi que ce soit? La seule chose que tu dirigeras, c'est une cuisine propre et des enfants bien élevés. Je me souviens avoir ravalé mes larmes, me jurant silencieusement qu'elle avait tort. Cependant, ma résistance ne faisait que renforcer sa détermination. Chaque année, alors que je grandissais et que mes traits s'affinaient,
elle me parlait plus souvent du genre d'homme qu'elle avait choisi pour moi. Un véritable soutien de famille, disait-elle. Quelqu'un qui assurera ton confort. Quelqu'un qui nous rendra fiers. Elle ne m'a jamais demandé ce que je voulais, car dans son monde, mes désirs n'avaient aucune importance. C'est durant ces années que le poids de la tradition m'a semblé le plus lourd. À l'église, on faisait l'éloge des femmes pour leur obéissance, pour leur silence respectueux aux côtés de leur mari. Lors des réunions de famille, mes cousines chuchotaient à propos de leurs premiers amours et de leurs projets de mariage, tandis que les adultes discutaient de dot et de mariages arrangés. Les murs de ma vie se resserraient un peu plus chaque jour. Mais au plus profond de moi, une graine de rébellion tenace avait pris racine. Je ne savais ni comment ni quand, mais j'étais certaine que je ne pourrais pas vivre la vie que ma mère m'avait tracée. Avec le recul, je réalise que ces premières années ont forgé la flamme qui allait me permettre de survivre. Chaque gifle, chaque réprimande, chaque sermon sur la soumission m'a appris à quel point j'aspirais à la liberté. Mon enfance était censée me préparer à l'obéissance, mais au lieu de cela, elle a fait naître en moi une révolte silencieuse, qui n'attendait que le bon moment pour éclater. Au printemps de ma dernière année de lycée, j'avais cessé de me disputer avec ma mère. La remise des diplômes approchait à grands pas, et le bal de promo était devenu son unique sujet de conversation. Elle disait que c'était l'occasion de montrer au monde quel genre de jeune femme respectable j'étais devenue. Pour elle, cela signifiait surtout une chance de me présenter à l'homme idéal. Un samedi matin, elle m'a entraînée en ville, déterminée à trouver la robe parfaite. La boutique était petite, une ancienne vitrine sur Main Street, avec des rangées de robes en satin et à paillettes entassées dans des allées étroites. J'espérais quelque chose de simple, peut-être une robe bleu ciel dans laquelle je me sentirais moi-même. Margaret a balayé mes suggestions d'un revers de main. Trop simple. Il te faut quelque chose qui attire l'attention. Je me tenais derrière un rideau délavé, luttant avec la fermeture éclair d'une robe modeste, quand j'ai entendu sa voix grave, assurée, un ton qui a immédiatement captivé toute la boutique. Je suis sortie, l'ourlet de la robe effleurant mes genoux, et il était là, Richard Carter. Il était plus âgé, d'au moins 10 ans mon aîné, mais il se tenait comme un homme qui maîtrise chaque pièce où il entre, grand, les épaules larges, les cheveux noirs impeccablement peignés, son costume mieux repassé que tout ce que j'avais jamais vu dans notre petite ville. Son regard m'a parcouru, non pas avec hâte ou gêne, mais avec un calme délibéré, comme s'il évaluait un objet précieux qu'il envisageait d'acquérir. Je sentis mon visage s'empourprer sous son attention. Margaret s'est immédiatement illuminée, arrangeant un pli sur ma robe avant de se tourner vers lui comme s'il était un vieil ami. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda-t-elle. Richard esquissa un léger sourire et secoua la tête. « Elle peut faire mieux. » Puis il appela le propriétaire du magasin par son prénom. Et quelques instants plus tard, une housse à vêtements apparut, le genre réservé aux pièces beaucoup trop chères pour des familles comme la nôtre. Une robe en soie cramoisie en est sortie, le tissu captant la lumière comme une flamme. « Essayez celle-ci, dit-il en me la tendant. Mes doigts tremblaient en la prenant, tandis que ma mère rayonnait de joie. De retour derrière le rideau, je me suis glissée dans la robe. La soie fraîche glissait sur ma peau, tombant en cascade jusqu'au sol, avec une fente qui dévoilait discrètement mes jambes. Quand je suis sortie, un silence s'est fait dans la pièce. Margaret haleta, les larmes aux yeux. Richard hocha la tête, comme un homme satisfait d'une transaction réussie. Comme si cela ne suffisait pas, il désigna une boîte sur le comptoir. À l'intérieur se trouvait une paire de talons noirs, élégants et à fine lanière. « Ceux-ci iront avec, dit-il. Puis il s'accroupit devant moi et les fit glisser à mes pieds avec un calme qui était à la fois galant et profondément troublant. « Maintenant, elle est prête, murmura-t-il. Ma mère joignit les mains, la voix tremblante d'émotion. « Monsieur Carter, vous êtes bien trop gentil. »« Ce n'est rien, » répondit-il d'une voix douce. « C'est un cadeau, à condition que vous m'accordiez l'honneur d'accompagner Méline à son bal de promo. » Je me figeai. Margaret, elle, n'hésita pas une seconde. « Bien sûr, dit-elle, acceptant pour moi avant que je puisse retrouver ma voix. Debout dans cette robe de soie rouge, je ressentais un étrange mélange d'admiration et d'effroi. La robe était magnifique, les chaussures étaient parfaites, et pendant un bref instant, j'ai presque eu l'impression d'appartenir à son monde.
Mais au fond de moi, mon estomac se nouait. Ce n'était pas de la générosité, c'était une transaction. Je le voyais dans les yeux brillants de ma mère et dans le regard calculateur de Richard. Un pacte tacite venait d'être scellé, et je n'étais plus une jeune fille choisissant une robe. J'étais un prix que l'on venait de remporter. J'aurais voulu protester, dire que je ne connaissais même pas cet homme, que le bal était censé être une soirée entre amis, pas une négociation. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Margaret serra mon bras si fort que je sentis l'avertissement dans sa poigne. Souris, siffla-t-elle. C'est ce que je fis, même si à l'intérieur, j'avais l'impression que le coût de cette robe dépassait de loin celui de la soie et du fil. Le bal de promo s'est déroulé dans un flou irréel. Richard est venu me chercher dans une élégante voiture noire qui semblait tout droit sortie d'un autre monde dans notre rue tranquille. Il se comportait comme un homme habitué à être admiré, et tout le monde au bal l'a remarqué. Les filles chuchotaient derrière leurs éventails, les garçons le dévisageaient avec un mélange d'envie et d'inquiétude. J'avais l'impression d'avoir été arraché à ma propre vie et parachuté dans la sienne, sans avoir eu mon mot à dire. Après cette nuit-là, il a commencé à venir plus souvent chez nous. Il apportait des fleurs à ma mère, des cigares à mon père et des bibelots coûteux que je ne savais comment recevoir. Quelques semaines plus tard, il était assis en face de moi à notre table de dîner, parlant avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà pris possession des lieux. Puis, un soir, devant mes parents, il a posé une boîte en velours sur la table et m'a demandé en mariage. Je n'avais que 18 ans. Je n'avais même pas encore reçu ma lettre d'acceptation à l'université, je n'avais pas eu le temps de décider qui je voulais être. Mais ma mère a joint les mains de joie. Mon père, bien que silencieux, a hoché la tête en signe d'approbation. La décision était prise pour moi. Ma voix a tremblé quand j'ai dit oui, même si, en vérité, ce n'était pas un consentement. C'était une capitulation. Le mariage a été organisé à une vitesse vertigineuse, comme si l'on voulait m'empêcher de réfléchir. La cérémonie était somptueuse, célébrée dans une grande salle de réception à Nashville, remplie d'invités que je ne connaissais pas. La robe, les fleurs, l'orchestre, tout était à couper le souffle, mais rien ne me ressemblait. Je me tenais à l'autel aux côtés de Richard, sa main fermement serrée dans la mienne, et je me sentais moins comme une mariée que comme une poupée de porcelaine arrangée pour être admirée. Les gens me félicitaient, louaient ma beauté, s'émerveillaient de la richesse de Richard. Leur sourire se fondait en un tourbillon de visages. Personne ne m'a demandé si j'étais heureuse. J'ai souri quand on me l'a demandé, j'ai posé pour les photographes et j'ai joué le rôle qui m'était assigné. À la fin de la soirée, j'ai été propulsée dans une nouvelle vie avant même d'avoir eu le temps de reprendre mon souffle. L'appartement de Richard en ville était à des années-lumière de la modeste maison de mon enfance. Il était élégant, cher, tout en verre et en chrome, un univers de luxe discret. Pourtant, pour moi, il était froid, impersonnel, ressemblant plus à une salle d'exposition qu'à un foyer. Les jours se sont transformés en semaines, et j'ai vite compris ce qu'était devenue ma vie. J'étais coupée de mes amis. Richard disait qu'il ne correspondait pas à l'image d'une « épouse Carter ». L'université n'était plus une option. Il a balayé l'idée d'un geste de la main. « Tu n'auras pas besoin de travailler », a-t-il déclaré. « Ton rôle est d'être à mes côtés. » Il n'était jamais verbalement méchant, mais sa distance était plus cruelle que n'importe quelle insulte. Il me traitait avec une courtoisie raffinée, comme si j'étais un accessoire choisi pour parfaire son succès. Il ne me demandait jamais ce que je pensais, ce dont je rêvais. Pour lui, j'étais un ornement, une pièce exquise dans sa vie méticuleusement organisée. Je me souviens d'une soirée où je suis restée près des hautes fenêtres, contemplant les lumières scintillantes de la ville, réalisant à quel point je m'étais éloignée de la jeune fille qui dessinait des maisons dans les marges de ses cahiers. Le monde s'était ouvert pour Richard, mais pour moi, il s'était réduit aux murs de cet appartement. J'étais entrée dans ce mariage non pas comme une partenaire, mais comme une possession. Les premières années de mon mariage se sont écoulées comme un rêve lent et répétitif. Les jours se succédaient dans l'appartement de Richard, un lieu rempli de sols en marbre poli, de comptoirs étincelants et de meubles qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de décoration. Tout était parfait, tout était cher, mais rien ne me semblait appartenir. J'avais échangé le désordre familier de la maison de mon enfance contre un silence si dense qu'il me serrait la poitrine.
Ma vie se résumait à une routine bien orchestrée. Je me levais tôt, me préparais avec soin et attendais le retour de Richard chaque soir. Je cuisinais parfois, bien qu'il préférât commander des plats de restaurant chic. Je lisais des livres que j'aimais à peine, simplement pour occuper les longues heures. Au début, j'avais envisagé d'explorer la ville seule, mais Richard m'en a gentiment dissuadé. Ce n'est pas convenable, avait-il dit. Que penseraient les gens s'ils voyaient ma femme errer sans but? Alors, je suis restée à l'intérieur, à regarder le monde défiler derrière une vitre impeccable. Quand mes parents venaient me rendre visite, les yeux de ma mère brillaient de fierté. Elle parcourait l'appartement, caressant les surfaces lisses comme si la richesse pouvait déteindre sur ses doigts. Tu vois, Méline, me murmurait-elle lorsque Richard était hors de portée de voix, je t'avais dit que je te trouverais la vie que tu méritais. Regarde-toi maintenant. Elle ne voyait pas le vide dans mon sourire. Ou peut-être refusait-elle de le voir. Mon père, lui, me tapotait l'épaule, silencieux comme toujours, se contentant d'un hochement de tête lasse. Mes amis du lycée ont cessé d'appeler après un certain temps. Au début, j'essayais de leur écrire des lettres, de les inviter, mais Richard trouvait toujours une excuse. Nous sommes trop occupés, disait-il. Et ils n'appartiennent pas à notre cercle. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Un par un, les liens qui me rattachaient à celle que j'étais autrefois se sont rompus. Richard lui-même n'a jamais été cruel au sens traditionnel du terme. Il m'achetait des bijoux, laissait des enveloppes remplies d'argent sur la commode et me complimentait sur mon apparence avant les dîners avec ses associés. Mais au-delà de cette façade, il n'y avait aucune chaleur. Il rentrait tard, m'embrassait sur la joue par habitude plutôt que par affection, et passait la plupart de ses soirées enfermé dans son bureau, au téléphone ou à examiner des documents. Parfois, la nuit, je déambulais dans l'appartement, pieds nus sur le sol froid, effleurant les bords polis des meubles qui semblaient n'avoir jamais été touchés par une main humaine. Je me sentais moi-même comme l'un de ces objets, bien entretenus, soigneusement placés, destinés à être vus, mais jamais vraiment connus. La solitude s'est alourdie de mois en mois. Je rêvais des salles de classe où je n'irais jamais, des croquis inachevés dans les carnets que ma mère avait jetés. Je songeais à ce que ce serait de construire quelque chose de mes propres mains, d'être reconnu pour autre chose que mon apparence dans une robe coûteuse. Mais chaque matin, je me réveillais face à la même réalité. La femme de Richard était à la fois visible et invisible. L'appartement était devenu une cage dorée. De l'extérieur, les gens l'admiraient, l'enviaient, louaient le mari qui me l'avait offerte. Mais à l'intérieur, je sentais les barreaux se resserrer autour de moi. Ma liberté n'était pas entravée par des chaînes ou des cadenas, elle m'était confisquée avec des robes de soie, de l'argenterie polie et des mots doux qui me disaient que j'avais déjà tout ce qu'une femme pouvait désirer. Je me disais que je pouvais le supporter, que peut-être, un jour, les choses changeraient. Pourtant, au fond de moi, une petite voix me murmurait que je disparaissais lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la fille que j'avais été. Ce n'est qu'après 4 ans de mariage que je suis enfin tombée enceinte. Pour Richard, c'était le moment qu'il attendait. Son sourire s'est élargi comme je ne l'avais jamais vu auparavant, et il a débouché une bouteille de champagne ce soir-là pour célébrer. Enfin, a-t-il dit en levant son verre. L'héritage Carter va perdurer. Il n'a pas dit « notre enfant » ou « notre famille ». Il a dit « l'héritage ». Dès le début, j'ai compris ce qu'il espérait, un fils, quelqu'un pour porter son nom, quelqu'un pour hériter de tout ce qu'il avait bâti. Durant ces longs mois, j'ai vécu dans un mélange d'espoir et d'appréhension. Je désirais cet enfant désespérément, non pas pour Richard ou pour qui que ce soit d'autre, mais pour moi. L'idée de tenir quelque chose qui m'appartiendrait entièrement, une vie à l'abri des exigences de ma mère ou des attentes de Richard, me donnait de la force. Je chantais pour le bébé dans le calme de l'appartement, lorsque Richard était absent, lui murmurant des promesses que je ne savais pas encore comment tenir. « Tu ne seras pas seul », lui disais-je en sentant ses petits coups. « Maman sera toujours là. » Richard, de son côté, planifiait tout. Il parlait sans cesse de la nurserie, des jouets et des livres pour « notre petit gars ». Il évoquait déjà les écoles privées qu'il fréquenterait, les relations dont il hériterait. J'écoutais en silence, les mains posées sur mon ventre, me demandant ce qui arriverait si cet enfant n'était pas celui qu'il attendait. Le jour de l'accouchement, le travail a été long et épuisant.
Les lumières vives de l'hôpital, le va-et-vient des infirmières, les voix murmurant des encouragements, tout s'est estompé lorsque j'ai entendu le premier cri de mon bébé et que j'ai senti son petit corps chaud contre ma poitrine. Les larmes ont brouillé ma vision alors que je contemplais son visage pour la première fois. Lily. Ma fille. Ma magnifique Lily. Je ne me souviens pas de grand-chose d'autre de ce jour, si ce n'est la façon dont mon cœur s'est rempli, comme si tout le vide des années passées avait été comblé en un instant. Elle a serré mon doigt avec une force surprenante, sa peau douce et chaude, sa présence plus réelle et plus puissante que toute la fortune de Richard. Quand Richard est entré dans la chambre, son expression a vacillé dès qu'il l'a vue. Une fille, a-t-il dit, la voix teintée d'une incrédulité déçue. Il s'est penché, essayant de masquer sa déception derrière un sourire forcé. Elle est magnifique, a-t-il ajouté, même si ses yeux disaient le contraire. Dans les semaines qui ont suivi, ses visites à la nurserie se sont faites plus rares. Il ne parlait plus d'école ou d'avenir. La chambre d'enfant, peinte dans des tons neutres, est restée remplie de boîtes de jouets et de livres non ouvertes. Son intérêt s'est évanoui aussi vite qu'il était apparu. Je faisais semblant de ne pas le remarquer, car Lily était devenue tout mon univers. Ses premières nuits étaient les plus difficiles, mais aussi les plus précieuses. Assise dans le rocking chair, je la berçais dans la pénombre, fredonnant les berceuses que ma mère m'avait autrefois chantées. Chaque respiration, chaque battement de ses paupières, chaque pleur apaisé par mon contact me rappelait que j'avais enfin quelque chose pour quoi me battre. Richard a commencé à rentrer plus tard, prétextant des réunions, des voyages d'affaires, des excuses de plus en plus vagues. Il embrassait Lily sur le front de temps en temps, mais je voyais la distance dans son regard. Pour lui, elle n'était pas l'héritier qu'il avait imaginé. Pour moi, elle était tout. Je ne me souciais plus des bijoux qu'il laissait sur la commode ou des voitures de luxe dans le garage. Rien de tout cela n'avait d'importance comparé au poids de Lily dans mes bras, son petit cœur battant contre le mien. En elle, j'ai trouvé un amour qui ne demandait rien en retour et qui donnait tout. Elle est devenue mon ancre, ma lumière dans l'ombre étouffante de cet appartement. Dans le calme de l'aube, alors que la ville dormait encore et que Richard était absent, je lui murmurais le même vœu, encore et encore. Tu n'es pas un accessoire. Tu n'es pas une possession. Tu es ma fille, et je ne te laisserai jamais ressentir le vide que j'ai connu. À l'âge de 2 ans, Lily était le centre de mon univers, mais notre vie à deux était rythmée par une solitude pesante. Mes journées lui étaient entièrement consacrées, mais le silence qui nous entourait dans le grand appartement devenait assourdissant. C'est dans ce silence que de nouveaux voisins ont emménagé dans l'appartement d'Alexandra Côté, Daniel et Amanda Brox. La première fois que j'ai rencontré Amanda, elle est apparue dans le couloir, enveloppée d'un nuage de parfums et de rires, les bras chargés de sacs de boutiques de luxe que je n'avais admirés que de loin. Elle était tout ce que je n'étais pas, audacieuse, extravagante et absolument intrépide. Elle portait des chemisiers en soie aux couleurs vives et des talons qui claquaient avec assurance sur le sol en marbre. Ses cheveux étaient toujours parfaitement coiffés, ses ongles impeccablement manucurés. « Méline, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle lancé le premier après-midi avec un sourire éclatant. « Nous sommes voisins maintenant. Je sens que nous allons devenir de très bons amis. » Et, contre toute attente, c'est ce qui est arrivé. Amanda avait un don pour m'attirer dans son orbite. Elle m'invitait à prendre un café, ce qui signifiait généralement du champagne avant midi. Elle remplissait l'air de récits de dîners somptueux, de galas de charité et de voyages improvisés. Son mari, Daniel, était aussi riche que Richard, et elle dépensait leur fortune sans compter, comme si l'argent n'était qu'un jeu. Au début, j'étais intimidée, mais Amanda refusait de me laisser garder mes distances. Elle me taquinait sur mes vêtements simples, insistant pour que je lui emprunte ses robes de créateur. Elle me tendait des verres de vin, riait bruyamment à ses propres blagues et exigeait que je me joigne à elle. Je me suis surprise à apprécier sa compagnie. Pour la première fois depuis des années, j'avais quelqu'un à qui parler, autre que Lily ou un Richard distant. Mais sous le vernis glamour d'Amanda se cachait une amertume qu'elle ne prenait même pas la peine de dissimuler. Un après-midi, après un peu trop de rosée, elle s'est affalée sur son canapé, le regard brillant de cynisme. « Tu crois vraiment que Richard t'est fidèle ?» a-t-elle demandé sans préambule. La question m'a frappée comme une gifle. Je l'ai dévisagée, certaine d'avoir mal entendu.
Elle a souri face à mon étonnement. Oh, ma chérie, ne sois pas si naïve. Les hommes comme les nôtres ne se marient pas par amour. Ils se marient pour les apparences. Une belle épouse est un trophée, un accessoire à leurs bras. Mais pour la passion. Elle haussa les épaules en faisant tourner le vin dans son verre. Il la trouve ailleurs. Daniel a au moins 2 maîtresses que je connais, peut-être plus. J'ai essayé d'en rire, mais ma poitrine s'est serrée. Richard n'est pas comme ça, ai-je murmuré, même si mes propres mots sonnaient faux à mes oreilles. Amanda a haussé un sourcil, son sourire teinté de pitié. Ils sont tous comme ça. Crois-moi, tu ne l'as juste pas encore surpris. Cette conversation m'a hanté longtemps après avoir quitté son appartement. Cette nuit-là, je suis restée éveillée aux côtés de Richard, écoutant sa respiration régulière, rejouant les paroles d'Amanda dans ma tête. Sa voix s'est insinuée dans mes doutes, donnant un nom à la distance que je ressentais déjà. Bientôt, j'ai commencé à remarquer des détails que j'avais inconsciemment ignorés. La légère odeur d'un parfum inconnu sur ses chemises, les longues soirées où il prétendait être au bureau, les appels téléphoniques tardifs auxquels il répondait à voix basse. Seul dans le silence, j'observais la façon dont son regard glissait sur moi, la façon dont sa main effleurait distraitement les cheveux de Lily avant qu'il ne se retire dans son monde d'affaires et de secrets. Les paroles d'Amanda avaient ouvert une brèche en moi. Je ne pouvais plus regarder Richard de la même manière. Et si elle avait raison ? Et si je n'avais jamais été qu'un ornement dans sa vie méticuleusement organisée ? Pour la première fois, la suspicion a pris racine, et une fois plantée, elle a grandi rapidement, empoisonnant chaque instant, chaque absence, chaque silence entre nous. Les signes sont devenus impossibles à ignorer. Au début, ce n'était qu'une subtile odeur de parfum, qui n'était pas la mienne, flottant sur les chemises de Richard lorsque je les ramassais pour la lessive. Puis, une mèche de cheveux longs et blonds s'est accrochée à l'épaule de sa veste de costume, brillant sous la lumière comme pour me narguer. Je me disais qu'il devait y avoir une explication logique. Mais chaque excuse que je me fabriquais devenait plus difficile à croire. Richard rentrait de plus en plus tard, ses prétextes devenant répétitifs, ses baisers de plus en plus froids. Il disait que les affaires prenaient tout son temps, mais il y avait une lueur de culpabilité dans son regard que je n'avais jamais vue auparavant. Quand je lui posais des questions, il les esquivait avec une aisance déconcertante. « Ne t'inquiète pas pour ça, Méline. Tu devrais te concentrer sur Lily. » Et la voix d'Amanda résonnait dans ma tête, « Ils sont tous comme ça. Tu ne l'as juste pas encore surpris. » Un soir, après avoir mis Lily au lit, j'errais dans l'appartement, consumé par une anxiété silencieuse. Richard était rentré inhabituellement tôt et s'était immédiatement enfermé dans son bureau. Je me suis approchée sans bruit du couloir, attirée par le murmure de voix basse derrière la porte close. Au début, j'ai cru qu'il était en conférence téléphonique, mais j'ai reconnu la deuxième voix. C'était celle de Daniel Brox, notre voisin. Je me suis figée, le dos collé au mur. Leurs mots filtraient à travers la fente de la porte, étouffés mais suffisamment clairs pour me briser le cœur. « Elle attend mon fils, disait Richard, la voix basse mais ferme. Tu comprends, Daniel ? Un fils. Je ne peux pas continuer cette mascarade avec Méline. J'ai eu le souffle coupé. Mon corps s'est glacé. Daniel a gloussé. Alors, demande le divorce. Tu as l'argent. Tu crois que c'est si simple, a rétorqué Richard. Je n'ai pas de contrat de mariage. Si je divorce, elle prendra la moitié de tout ce que j'ai construit. La moitié, Daniel. Je ne laisserai jamais ça arriver. Un silence a suivi, puis Richard a repris, son ton plus froid que je ne l'avais jamais entendu. Il y a d'autres moyens. Des accidents arrivent tous les jours. Une voiture qui dérape sur une route mouillée. Une chute malencontreuse dans les escaliers. On fait son deuil, puis on passe à autre chose. Et Lily, elle restera dans la famille, avec ma mère. Elle sera bien élevée. Le rire de Daniel était discret, presque approbateur. Pragmatique, a-t-il dit. Impitoyable, mais pragmatique. J'ai porté une main à ma bouche pour étouffer le sanglot qui menaçait de m'échapper. J'ai reculé en titubant, le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'ils allaient l'entendre. Richard. Mon mari. L'homme qui avait choisi ma robe de bal,
le père de mon enfant, complotait ma mort. Je n'ai pas attendu pour en entendre davantage. Je me suis précipitée dans la chambre de Lily, tremblante, et je l'ai soulevée de son berceau. Elle a remué, gémissant doucement avant de se blottir contre mon épaule. J'ai pressé ma joue contre sa tête chaude, murmurant à travers mes larmes, « Il faut qu'on parte, mon bébé. Il faut qu'on parte maintenant. » J'ai fourré quelques vêtements dans un sac, mes doigts rendus maladroits par la panique. J'ai attrapé la couverture de Lily, son biberon, tout ce que j'ai pu rassembler en quelques minutes qui m'ont paru une éternité. J'étais à l'affût du moindre bruit, du moindre pas dans le couloir. La peur me donnait des ailes. En sortant de l'appartement, l'air même semblait chargé de menaces. Je savais que si j'hésitais, si j'essayais de rationaliser ou de le confronter, je ne verrais peut-être jamais le lever du soleil. Richard ne me laisserait jamais partir vivante. Alors, j'ai couru, Lily serrée contre ma poitrine, le sac en bandoulière. Je me suis glissée par la porte de service, mon cœur battant à l'unisson avec le pouls de la ville endormie. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage comme une gifle, m'incitant à continuer. Je n'avais pas de plan, pas de destination, seulement l'instinct de survie. Cette nuit-là, sous la lueur des lampadaires et le poids écrasant de la trahison, j'ai fait un vœu silencieux. Richard ne dicterait pas la fin de mon histoire. Je préférais affronter l'inconnu avec ma fille dans les bras plutôt que de rester un jour de plus dans la cage dorée qu'il avait construite pour moi. La nuit nous a engloutis. J'ai marché sans but, m'éloignant de l'appartement, serrant Lily contre moi. Son petit corps était chaud et confiant, sa tête blottie sous mon menton. Elle ignorait la terreur qui guidait chacun de mes pas, mais son souffle régulier contre ma peau était un réconfort. Les lumières de la ville se sont estompées derrière nous alors que je continuais à marcher, chaque pâté de maison nous rapprochant de la silhouette sombre des montagnes et des Appalaches. Mes pas me guidaient instinctivement vers les bois, comme si une partie de moi savait que la nature sauvage était notre seul refuge. Les branches craquaient sous le vent froid, et la lune, basse dans le ciel, projetait une lumière argentée sur les collines. La peur était une présence constante. J'imaginais les hommes de Richard à mes trousses, sa voiture s'arrêtant brusquement à mes côtés. Chaque ombre semblait vivante, chaque bruissement dans les sous-bois un avertissement. Plus nous nous enfoncions dans la forêt, plus le silence devenait profond. Le bourdonnement de la ville a été remplacé par le chant des insectes nocturnes et le ululement lointain d'une chouette. Mes chaussures s'enfonçaient dans la terre humide, mon souffle formant des nuages dans l'air glacial. Lily s'est agitée, gémissant doucement, et je lui ai murmuré, « Chut, mon bébé, maman est là. » Encore un peu de chemin. Mes bras me faisaient mal à force de la porter, mais je refusais de la poser. Mes jambes tremblaient, trébuchant sur les racines et le sol inégal. Plus d'une fois, j'ai failli tomber, me rattrapant au tronc d'arbre, la poitrine haletante. Mon esprit hurlait que je ne pouvais plus continuer, mais la pensée des paroles glaciales de Richard des accidents arrivent tous les jours me donnait la force de persévérer. À un moment donné, l'épuisement a presque eu raison de moi. Je me suis effondrée à genoux sur le sol de la forêt, serrant Lily contre moi, les larmes brouillant ma vision. Le silence autour de nous était oppressant, seulement brisé par ses faibles cris. J'ai levé les yeux vers la lune à travers les branches. Murmurant une prière désespérée, « S'il vous plaît, laissez-nous survivre à cette nuit. » En me relevant, je l'ai aperçue. Une silhouette floue à travers les arbres. Un toit en pente, usé par les intempéries, à moitié caché par la végétation. Mon cœur a bondi. Une cabane. L'espoir s'est embrasé dans ma poitrine, fragile mais suffisant pour me faire avancer. En m'approchant, j'ai vu que la cabane était vieille, mais pas abandonnée. Une fine volute de fumée s'échappait de la cheminée en pierre. J'ai hésité sur le porche, puis j'ai frappé doucement à la porte en bois. Une voix de femme âgée a répondu de l'intérieur, « C'est ouvert. » Je suis entrée dans une petite pièce chaleureuse, éclairée par un feu crépitant dans l'âtre. Une femme aux cheveux argentés tressés en une longue natte était assise dans un fauteuil à bascule, une tasse de thé à la main. Elle m'a regardée, moi et Lily, sans surprise, mais avec une profonde gentillesse dans les yeux. « Vous êtes perdu, mon enfant » a-t-elle dit. « Ou peut-être, vous venez de vous trouver. » Cette femme s'appelait Elara. Elle vivait seule dans ces bois depuis des décennies, une herboriste et une conteuse qui avait tourné le dos au monde extérieur.
Cette nuit-là, et les nombreuses nuits qui ont suivi, elle nous a offert un refuge. Sous son toit, j'ai appris à reconnaître les plantes médicinales, à faire du feu, à vivre avec peu mais à me sentir plus riche que jamais. Lily a grandi en riant au son du vent dans les arbres, ses premiers pas faits sur un sol couvert de mousse. J'ai recommencé à dessiner, non pas des gratte-ciel, mais de petites cabanes robustes, des maisons qui semblaient faire partie de la forêt elle-même. Des années plus tard, la nouvelle nous est parvenue, apportée par un randonneur de passage. Richard Carter avait été arrêté. Ses affaires frauduleuses, construites sur la tromperie et la cruauté, s'étaient effondrées. Il avait perdu sa fortune, son pouvoir, et sa liberté. Je n'ai ressenti ni joie ni vengeance, seulement un profond soulagement. La menace avait disparu. Notre vie pouvait vraiment commencer. Aujourd'hui, Lily a 5 ans. Elle a les yeux de son père, mais le cœur sauvage et libre de la forêt. Nous vivons dans une petite maison que j'ai conçue et aidé à construire, non loin de la cabane d'Elara. La vie n'est pas luxueuse, mais elle est à nous. Chaque matin, je me réveille au son du rire de ma fille, je bois un café sur le porche que j'ai dessiné et je regarde le soleil se lever sur les collines du Tennessee. J'ai trouvé la liberté, non pas dans la richesse ou le statut, mais dans le silence des bois, dans la chaleur d'un foyer que j'ai bâti de mes propres mains, et dans l'amour inconditionnel d'une fille qui est mon plus grand chef-d'œuvre. La cage dorée est un lointain souvenir, une histoire que je raconterai un jour à Lily pour lui rappeler que la vraie richesse ne se possède pas, elle se construit.